La suite de la matinale, dans quelques instants. Alors, le politologue Papi Tamba est déjà sur ces plateaux. Bienvenue à Papi Tamba. Merci, M. Mathieu. Il faut tout me préciser, je suis quand même membre d'IPPRD. J'appartiens à une famille politique qui s'appelle la majorité. La majorité présidentielle. Tout à fait. Ah, voilà. Alors, vraiment, les questions que je vous pose, ça concerne le PPRD, parti phare vraiment du pouvoir, qui a le pouvoir, la majorité présidentielle qui dirige actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Négocier, continuer les pourparlers avec un groupe déjà classé hors la loi, groupe négatif. D'ailleurs, il y a des experts des Nations Unies qui ont appelé déjà les M23 comme un groupe terroriste. Qu'est-ce qui pousse encore le gouvernement à reprendre les pourparlers de Kampala? Monsieur Mathieu, vous auriez aimé que la RDC ou le gouvernement congolais fouille comme un voleur? Nous avons bien commencé quelque chose avec des gens. Et aujourd'hui, nous savons quelle est notre position parce que notre position est connue. Notre position a été bien présentée par des ministres du gouvernement. Et nous allons à Kampala pour leur dire en face notre nouvelle position. Leur dire ce que nous pensons. Quand nous disons aux gens qu'ils doivent s'autodétruire, qu'ils doivent tout faire pour ne plus exister comme branche militaire, nous devons le dire par médias ou nous pouvons leur dire ça en face. Il faut bien qu'on retourne à Kampala pour leur dire ça. Il est où le problème? Je ne pense pas qu'on doit se permettre de fuir alors qu'on n'a pas fini quelque chose. À vous attendre parler, il n'y a pas question de pourparler, de négociations. C'est juste une communication du gouvernement. Écoutez, il faut prendre les problèmes depuis son origine dans l'histoire. Les M23, ces criminels, commettent des actes ignobles et terroristes sur notre territoire. Ils lancent un prétexte. Ils disent que s'ils ont fait tout cela parce que des accords pris avec eux, le 23 mars 2009, n'ont pas été respectés. Le gouvernement congolais, et par la bouche des chefs de la diplomatie congolaise, au Sénat, était clair que nous avons respecté au moins 80% des accords. Pour les 20%, c'était les aménagements, des choses qu'il fallait voir. Nous sommes partis avec cette position pour évaluer et écouter les gens. Nous écoutons des gens qui changent des registres, qui nous amènent vers une autre direction, qui nous parlent plus des accords qui seraient violés, mais qui prennent des revendications d'une certaine classe politique. Ils nous ont mis dans les flous. Mais pourtant, ils avaient raison. J'ai dit qu'ils avaient raison en quoi faisant, M. Mathieu. Comment pourriez-vous dire qu'ils avaient raison? Ils n'avaient pas raison. Personne dans ces pays ne peut parler du mensonge des urnes. Parce que la vérité des urnes est déjà connue. Nous savons que ça a donné Joseph Kabila vainqueur des élections. Ça, c'est un autre dossier. Non, c'est une façon de dire qu'ils sont venus avec d'autres revendications. Ils n'ont plus parlé de ces accords qui seraient violés. La RDC ne va pas attendre les M23 plutôt pour résoudre les problèmes sur son territoire. Sont logiques et conséquents. Des choses qui se passent sur notre territoire et il y a un gouvernement de la République qui doit rendre compte. Mais ça, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette contrainte qu'a subi le gouvernement, la pression du M23, de refaire l'assaut sur Goma, qui pousse le gouvernement à aller non, le problème n'est pas une question. Je vous dis que nous sommes devant un problème réel. C'est un problème qui a pris une certaine évolution dans le temps. Et nous devons, à chaque stade du problème, être présents. À un moment, Goma a été occupé par ces gens. Exact. Il fallait faire quelque chose. Il faut se rappeler ici que nous avons 3 branches ouvertes pour résoudre ces problèmes. Le chef de l'État nous a donné 3 axes. Un des axes a été utilisé, et je peux dire puissamment utilisé. L'axe diplomatique, qui a fait que, sans qu'il puisse y avoir un problème politique ou même un crépitement de balles, c'est-à-dire les volets militaires, l'axe diplomatique a fait son travail pour que ces gens sortent de Goma. Fait rare dans l'histoire du monde. Ils sortent de Goma, et une fois qu'ils sont sortis de Goma, les chefs d'État au niveau de la région, sous la facilité, bien entendu, sous les auspices de la communauté internationale, nous dit que, voilà, c'est un pouvoir légitime, on leur interdit de procéder à certaines choses,
mais ils disent qu'ils ont des revendications, il faut les écouter pour évaluer. Nous disons que nous sommes d'accord. Nous faisons suite. Nous allons à Kampala, ils changent de registre. Nous n'allons pas attendre des gens d'abord, qui se comportent comme des bandits. Deuxièmement, croire seulement à leur bonne foi pour chercher des solutions sur notre territoire. Pendant que nous étions à Kampala, la diplomatie ne se limite pas à Kampala. Il fallait maintenant que la RDC fasse quelque chose. Maintenant, beaucoup de préalables posés par le gouvernement. Lambert Mende sur BBC qui demande la dissolution pure et simple. Non, mais attendez, je suis en train de dire que... Pensez-vous que ça sera facile? La position... Non, le problème n'est pas que ça sera facile, ça sera fait. Facile ou pas facile, ça sera fait. Il n'y a pas une autre alternative aujourd'hui que nous pourrions passer défendre au niveau de la télévision. D'abord, pourquoi? Parce que c'est la volonté du peuple congolais qui aujourd'hui se mobilise de plus en plus contre ces bandits. Aujourd'hui, personne sur notre sol, à part peut-être quelques leaders de l'opposition qui ont préféré briller par leur silence, mais lorsque nous côtoyons la population, il n'y a personne qui porte dans leur cœur le mouvement des M23. Les M23 n'ont rien à voir dans notre territoire. Ils n'ont absolument rien à voir. Pourtant, c'est un mouvement congolais. Attendez. On n'est pas ici pour redire toujours les mêmes choses. On peut les appeler mouvement congolais, tout ce qu'ils voudraient, mais nous savons que les M23 restent une fiction. Ça veut dire que quand nous parlons du M23, nous savons qui est pointé du doigt. Les pays qui soutiennent les M23, qui nourrissent les M23, dont les M23 dépendent, c'est-à-dire son existence est tirée de ça, c'est bien le Rwanda, tout le monde l'a dit. Alors, autre question, M. Papi Tamba. Quand Bertrand Bisimwa, président du M23, la branche politique, déclare que le gouvernement devra choisir entre la guerre, en acceptant la troupe spéciale des Nations Unies, qui bientôt sera déployée à l'Est, ou les dialogues? Monsieur Mathieu, nous sommes devant une situation où les conseils de sécurité des Nations Unies, à l'unanimité, considèrent que pour la situation à l'est de notre pays, il faut une brigade d'intervention. Les États au niveau de la région, au nombre de 10, signent un accord devant le secrétaire général de l'ONU pour attester de l'existence de cette brigade d'intervention. Les États, tels que l'Afrique du Sud, tels que la Tanzanie et d'autres États, acceptent l'idée d'envoyer leurs troupes pour la brigade, constituer la brigade d'intervention. Maintenant, je vais m'asseoir sur Télé 50, devant maintenant parler de Bertrand Bisimwa, qui veut défier la brigade d'intervention. Devant qui? Mais non, devant M. Papi Tamba. C'est mon état d'âme, M. Mathieu. Exact. C'est mon état d'âme. Je suis juste en train de vous dire ma frustration. Ça veut dire qu'à ce stade précis, M. Mathieu, je ne pense pas, avec tout ce que je viens de dépeindre comme situation, que je peux encore rester attardé sur Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa, les noms que nous découvrons, peut-être il y a quelques instants encore, que ces noms-là, au début du 1-23, on ne les connaissait pas. Bertrand Bisimwa, si je dois prendre Bertrand Bisimwa à gauche, considérer le Conseil de sécurité, les États membres du Conseil de sécurité, les États au niveau de la région, l'ONU dans son ensemble, considérer toutes les institutions, même de finances internationales, les mettre sur la balance. Donc ça veut dire que pour moi, Bertrand Bisimwa n'existe tout simplement pas, et vous serez d'accord avec moi, qui ne peut pas exister devant ces personnes. C'est des cas maintenant similaires. Que quelqu'un, on a vu en Kunda, on a vu Tanganda, les Nations Unies de l'autre côté. Non, attendez, ne prenez pas des cas de figure qui ne se ressemblent pas. Que quelqu'un aujourd'hui veuille bien s'amuser, que quelqu'un veuille bien s'agiter, libre à lui. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire des déclarations, de défier le monde, de défier les membres du Conseil de sécurité, de défier les États au niveau de la région, qui s'appelle Bertrand Bisimwa. Libre à lui de mener sa politique ou de faire des déclarations telles qu'il voudra, et il ne saura être que responsable de ses actes. Alors, une autre question, un peu vulgaire, ça veut dire la troupe spéciale des Nations Unies dans cette région pour imposer la paix, et si le M23 n'arrivait pas à céder, c'est une nouvelle guerre. Attendez, je suis en train de vous dire ceci, que je ne suis pas comptable du comportement des M23. Exact. Quand ils ont fait défection au début pour se lier en un mouvement rebelle, ils n'ont demandé la permission à aucun Congolais. Ni vous, ni moi, personne n'était associé à leur projet criminel. Quand ils ont pillé Goma,
quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, personne, parmi vous et moi, je ne parle que de nous deux parce que nous sommes sur les plateaux, personne ne les a envoyés et encore moins a cautionné leurs actes. Personne, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, ils peuvent maintenant prendre n'importe quelle forme de résolution. Ils peuvent aujourd'hui se réveiller pour dire que voilà, nous allons faire la guerre contre tous ces mondes que j'ai cités. Je ne pense pas que je peux m'asseoir sur les plateaux pour maintenant considérer cela comme étant un sujet d'analyse. Pour moi, le M23 est comptable de ces actes. Aujourd'hui, une porte leur est ouverte. Alors, on leur demande d'aller tout simplement à la dissolution comme branche armée. Vous êtes d'avis avec d'autres observateurs qui disent que la reprise de ces pourparlers, ce mercredi, s'annonce très difficile? Je ne dirais pas que cela s'annonce très difficile. Très difficile pour qui? Je dirais tout simplement que la RDC est en train de faire une formalité pour faire bonne figure. Nous sommes un État d'honneur. La RDC a déjà trouvé des solutions pour cette crise. Nous l'avons dans notre tiroir. Nous n'allons pas à Kampala pour chercher la solution dans cette crise. On ne pouvait pas faire confiance à des gens qui, au début, nous ont parlé des revendications d'un accord pour s'approprier d'autres revendications pendant les négociations. Nous sommes allés chercher des solutions ailleurs. Donc nous allons avec cet état d'esprit. Et quand nous allons avec cet état d'esprit, parce qu'on ne doit pas fuir de la table de négociation comme des voleurs, il faut revenir, de dire aux gens droit dans les yeux, comme je vous regarde les yeux dans les yeux, messieurs, miez-vous en force, peut-être politique, tout ce qui s'en voudra, mais cessez d'exister comme branche armée. Bientôt et nous devons procéder à votre parti désarmement. politique qui pourrait encore adhérer à la majorité présidentielle. Non, non, attendez. Là, je ne suis pas secrétaire général de la majorité présidentielle. Je n'ai pas de décision à prendre là-dessus. Mais je veux seulement que vous sachiez que lorsqu'on a abusé de vous une fois, on n'abusera pas facilement de vous une deuxième fois. Une deuxième fois. Alors, autre question, c'est que plusieurs fois sur ces plateaux, vous et d'autres analystes dénonciez les pays qui soutenaient les M23. Aujourd'hui, les mêmes pays, je cite le Rwanda, président pour 30 jours jusqu'au 30 avril les conseils de sécurité de l'ONU. Merci Mathieu. Mais je ne vois aucun rapport. Les Rwandais représentent l'Union africaine. Alors, ma première question elle est de savoir, les M23 avec qui vous reprenez les pourparlers, est-ce qu'il y a un regain, un sursaut d'orgueil, puisque les parrains, entre parenthèses, seraient là où il est? Non. D'abord, nous savons que le Rwanda n'a pas de droit de veto. Deuxièmement, nous savons que la résolution au niveau du Conseil de sécurité se prend sur une majorité de 9 sur 6, c'est-à-dire sur les 15 membres. Nous savons aussi que le Rwanda a aussi signé la résolution 2098. Et nous savons à la fin que le Rwanda est indexé et mis sous surveillance. Tout cela, ce sont des éléments que nous devons capitaliser. Nous sommes des beaux challengers. Nous savons où se trouve la solution à cette crise. Nous sommes allés la chercher. Et nous l'avons trouvé, M. Mathieu. Voilà. En face de nous, les agitations ne nous concernent plus. Je vous pose une question, on me l'a aussi posée, hein? On est en contact. Non, mais vous faites votre travail, M. Mathieu. Exact. Alors, la population me pose une question. Demandez à poser aussi cette question à vos analystes. Pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures? L'M23 qui attaque, tout en étant armé, assiège la ville de Goma, vite les pourparlers à Kampala. Autre revendication dans les Katanga, vite on les met dans les avions, des gens qui se sont rendus, un à un, on les attend, bientôt ils seront jugés. 2 poids, 2 mesures. Pourtant, les revendications seraient similaires. Non, attendez, les revendications ne sont pas similaires, ni la nature aussi n'est similaire. Les Kataratans ne sont pas venus revendiquer quelque chose. Vous savez, la RDC n'est pas un État isolé du monde. Quand la RDC signe un accord, cet accord est aussi sous la surveillance de la communauté internationale. Quand il y a des gens qui viennent, qui commettent des actes qu'ils ont commis, mais qui viennent avec des prétextes, nous devons faire bonne figure. Des gens nous regardent. Un pays qui ne respecte pas ces accords, c'est un pays qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de respect, et c'est un pays qui ne saura pas aussi être considéré à travers le monde. C'est un cas de figure. Nous étions pris au piège, entre guillemets, c'est-à-dire, il fallait à tout prix que nous allions pour montrer à la face du monde que nous sommes en face de nous avec des usurpateurs, qui en réalité sont des tricheurs. Ils ont commis des actes sur notre territoire
Tout simplement parce qu'ils avaient d'autres visées, que l'accord 1 a été respecté, et 2, ils reviennent avec d'autres revendications. C'est pourquoi nous étions facilement écoutés. C'est pourquoi maintenant qu'on a considéré que nous étions de bonne foi, et que lorsque nous sommes allés trouver des solutions ailleurs, ces solutions nous ont été données. Et ailleurs, dans les Katanga, comme le disait Kyungwa Kumwanza, ne fallait-il pas les écouter, savoir pourquoi ils les revendiquent, ces gémissements des jeunes enfants, des femmes et des hommes? Non, il y a un problème. Le problème n'est pas question de ne pas les écouter. Je pense même que vous avez prévu dans cette émission qu'on parle de la décentralisation. Il y a un problème. Il y a un problème qui est quand même réel dans notre pays. Et là, je vais aborder cela au-delà de la simple province du Katanga. C'est un problème général. Vous savez, nous n'avons mis que 3 ans pour mettre en place cette constitution. Il nous a seulement fallu 3 ans, l'actuelle constitution. Ça veut dire peu de temps, après plus de 50 années de gâchis. Très peu de temps. Et nous savons qu'une des choses qui avait bloqué et retardé l'adoption de la constitution, c'était effectivement sur quelle forme d'État qu'il fallait adopter. Nous étions devant un problème où, au niveau du Sénat, il y avait autant de fédéralistes qu'autant de unitaristes. Il fallait trouver la solution. On était obligé de faire recours même à des experts étrangers qui sont aussi venus avec la philosophie de leur propre pays. À la fin, in fine, qu'est-ce qu'on nous a produit? On nous a produit un texte constitutionnel où on nous parle de la décentralisation, mais en réalité, nous sommes devant un régionalisme constitutionnel. C'est un mécanisme très difficile pour mettre en place parce que c'est toujours un long processus. L'Italie, qui a fait usage au régionalisme constitutionnel, jusqu'à ce jour, plus de 50 ans, n'a pas encore épuisé ou épongé tous les mécanismes nécessaires pour sa mise en place. Exact. Parce que, dans notre constitution, on prévoit 4 ETD. Donc, on va prendre la décentralisation des entités, donc ETD, c'est-à-dire entité décentralisée. Merci beaucoup. Exact. On va l'étendre jusqu'au niveau de la chefferie. Vous comprenez? Quand on va l'étendre jusqu'au niveau de la chefferie, ça pose un problème déjà avec notre pouvoir traditionnel. Monsieur Mathieu, aujourd'hui, je suis de Bandundu. Je suis Moussakata. On considère que je fais partie de la province du Bandundu. Je suis chef coutumier. Et on dit que je dépends de tel secteur qui sera aussi régi par les responsables des différents chefs coutumiers. Sauf que, moi, dans mon histoire, je me sens plus proche des Bassakata qui sont à l'Équateur. De les chefs coutumiers qui est à l'Équateur, ces chefs coutumiers-là, il y aura beaucoup plus de chances que je puisse faire allégeance à lui. Par rapport au chef coutumier qu'on me présente au niveau du secteur quand je suis au Bandundu. Ça pose un problème. Fallait-il garder les mêmes découpages de la territoriale que les Belges nous ont laissé, ou il fallait faire une étude sociologique profonde? N'ayons jamais peur de réviser une constitution. N'ayons jamais peur. En France, après la mise en place de la constitution de la Ve République, 2 ans ou 3 ans après, si mon souvenir est bon, le général de Gaulle avait procédé à sa révision. Certes, l'article 89 l'est bloqué, parce qu'il fallait les majorités des 3/5 et la classe politique n'était pas tellement prête à les suivre. Il a utilisé l'article 11 où il a utilisé la voie populaire, c'est-à-dire par les référendums. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que cette question de la décentralisation revienne sur la table des débats. Ça doit devenir un véritable problème. Et qui demande bien sûr la révision de certains. Il faut aménager. On sera obligé d'aménager. Parce que quand on regarde maintenant les gens de Katakatanga, c'est là qu'il faut maintenant revenir. Même si il y a une certaine récupération politique qui peut se faire, mais il y a certaines choses où on est obligé d'aller dans le sens de la compréhension pour dire qu'il y a un problème. Il y a des gens qui revendiquent certaines choses. Il y a, vous savez, la décentralisation en France, ça a commencé par la révolution de Paris. C'est-à-dire, la décentralisation ne doit pas être quelque chose qui doit être imposé par la tête. Ça doit être une demande de la base qu'il faut satisfaire. Vers le sommet. Il faut satisfaire la demande de la base. Les élections même que nous avons passées au niveau du Bas-Congo et du Kasaï oriental nous ont clairement montré les soucis de l'autonomie de la base. Les gens n'ont plus besoin de regarder les choses au niveau de leur coin à travers les filtres du pouvoir central. Exactement.
Ils veulent regarder les choses à travers les filtres de leur propre réalité locale. Et pour cela, il est temps et il est urgent qu'on puisse maintenant bien réfléchir sur ce qui est le découpage, c'est-à-dire au niveau de la territoriale, de la mise en place de certains mécanismes et rendre cette décentralisation plus souple. Et effectivement, sur tout ça. Alors, Papi Tamba, on va mettre un point à ça. Je vous promets, c'est chaque semaine une chronique politique, moi et vous, pour suivre de près les dénouements de ce qui se passe à Kampala. Écoutez, M. Mathieu, Je ne vais pas vous lâcher. M. Mathieu, je vais seulement considérer qu'une promesse est une dette. Ah ouais, c'est une Donc dette. vous devez maintenant vous dire dans votre tête que vous me le devez. Exactement. Ça Moi, fait avec pas. les questions de la population et vous, avec la vision du gouvernement. Merci, Papi Tamba, d'avoir répondu Nous à sommes notre des invitation. serviteurs de la République. Ah, voilà. Dans un instant, c'est Mike Samuel Monkenda, il est secrétaire général